Bienvenue sur Ici Écho. Le ministre sortant de l'Intérieur, Bassam Maoulawi, a indiqué que plus de 30% des crimes graves perpétrés au Liban sont commis par des Syriens, ajoutant que cela nécessite une coopération pour protéger notre pays, son image et son identité. À l'issue d'une réunion avec les muhafez des régions et certains présidents de municipalités, Maoulawi a insisté sur la nécessité d'établir un plan de retour des déplacés syriens dans leur pays, et ce, dans un délai déterminé. Il a demandé aux notaires de ne pas conclure des contrats avec les déplacés qui ne possèdent pas des documents légaux. En parallèle, la commission parlementaire de l'administration et de la justice, qui a consacré sa réunion cette semaine au dossier de la présence syrienne au Liban, a décidé d'élaborer une proposition de loi visant à préserver la souveraineté libanaise à cet égard. À l'issue de la réunion, le président de la commission, Georges Adouane, a souligné que l'ensemble des membres qui représentent tous les blocs politiques étaient d'accord sur le danger que représente cette présence pour le Liban. Et d'autre part, et comme annoncé par le premier vice-gouverneur de la Banque du Liban, Wassim Mansouri, la BDL a publié son bilan arrêté au 30 septembre. À cette date, les actifs externes de la BDL s'élevaient à 8,414 milliards de dollars, en baisse de 84 millions de dollars par rapport au mois d'août. De plus, la Banque du Liban a publié une circulaire appelant les banques à ne pas imposer des commissions sur les dépôts, comme c'était le cas avant le 31 octobre 2019. Il a considéré que la violation de ces dispositions expose la banque, contrevenant aux sanctions administratives prévues par les lois et réglementations applicables, notamment l'article 208 du Code de la monnaie et du crédit. Durant cet épisode, nous nous pencherons sur la crise des réfugiés syriens avec Ziad Saïr, expert en politique publique, et ainsi nous nous pencherons sur le dossier économique, la politique monétaire et la crise économique avec Nassib Roublil, économiste en chef de la Biblos Bank. On commence directement avec M. Ziad Saïr. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous, M. Saïr. Je reviens à ce que le ministre sortant de l'Intérieur, Bassam Maoulawi, a bien mentionné cette semaine. Il indique que plus que 30% des crimes graves perpétrés au Liban sont commis par des Syriens. Il y a nécessité pour une coopération pour protéger notre pays, son image, son identité. Donc voilà, le Liban confronte aujourd'hui une menace identitaire causée par les réfugiés syriens. Quels sont les éléments de cette crise? Les éléments de cette crise sont tout d'abord économiques, sociales, culturels, sécuritaires, surtout, avec une décision étatique de ne pas lancer une politique publique compréhensive tablant sur le droit de retour. Ce qui veut dire aussi que la diplomatie libanaise est absente. Les 4 niveaux que j'ai cités maintenant sont très dangereux. Tout d'abord, au niveau social, il y a un changement du fabrique sociale libanais. Les Libanais quittent le Liban, tandis qu'on est en train de recevoir des réfugiés syriens. Au niveau culturel, ce qui veut dire aussi le niveau éducationnel, nous sommes envahis dans nos écoles, surtout publiques, par les réfugiés syriens. Au niveau identitaire, tout le monde pense que serait le Liban dans les 50 ans qui viendront avec tout ce changement-là. Et au niveau sécuritaire... Où 35% de la population aujourd'hui, ce sont les réfugiés syriens. Au niveau sécuritaire, il faut faire attention. Et cela a été bien mentionné par Bassam Maoulawi, qui est donc voilà, le ministre sortant de l'Intérieur, et plusieurs responsables. Mais est-ce que c'est trop tard? Je ne veux pas dire que c'est trop tard, mais il ne faut pas oublier que les gouvernements, depuis 2011, ont oublié de mettre... Il faut les rendre responsables. De mettre en exécution une politique publique compréhensive, essayant de contenir tout d'abord le flux de réfugiés, organiser leur présence et troisièmement, préparer le retour. Donc voilà, c'était ça là, le retour, bien le rôle même du gouvernement intérimaire, celui qui devait favoriser une politique de retour de ces réfugiés. Alors, ils ont publié un essai sur une politique de retour, mais lorsqu'on regarde cette politique publiée, on peut voir des contradictions, surtout lorsqu'on parle d'une normalisation avec le régime syrien, bien qu'on a un problème au niveau de retour
même concernant la question des réfugiés syriens avec le régime syrien. Ils ont parlé d'un essai de collaboration avec la communauté internationale et les Nations Unies. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucun protocole de collaboration à ce niveau-là. Troisièmement, au niveau interne, tout le travail a été fait pour favoriser la continuité de la présence. Et c'est ça, vous dites quoi à propos de la gestion de cette crise au niveau de ce dossier? Tout ce qui s'est passé aujourd'hui entre le ministre Sharafuddin avec le ministre Hajjar, le ministre aussi Bouhabib, le Najib Miati. On se lance la responsabilité, je dois visiter la Syrie, on ne doit pas partir. Donc, ils sont perdus. Il y a un chaos étatique. Il y a par une ignorance tension gouvernementale. Ou c'est planifié? Je suis confiant que ce n'est pas une question de compétence. C'est une question de négligence, mais c'est une négligence voulue, parce qu'il y a aussi trois perspectives dans ce dossier-là. Il y a une perspective qui essaie de dire le problème est la communauté internationale. Il y a une autre perspective qui dit que c'est le problème que c'est le régime syrien. Il y a une troisième perspective aussi qui dit que le problème, ce sont les milices iraniennes aussi et la Russie qui sont en train de gérer 50 à 60% du territoire syrien. Il y a un changement démographique. Au niveau de la Syrie, ce qui ne peut pas favoriser un certain retour. Au Liban, au lieu de mettre le point sur la crise identitaire du Liban et essayer de penser au niveau national une politique compréhensive au minimum d'un consensus, lancer une diplomatie proactive avec l'Union européenne, surtout qui a ses problèmes internes concernant la question de l'immigration et des réfugiés. Et troisièmement, au niveau des Nations Unies, pour dire aux Nations Unies, vous êtes responsable du problème humanitaire des réfugiés syriens, mais vous avez aussi une responsabilité politique qui doit pousser vers le retour de ces réfugiés. Est-ce qu'il fallait traiter avec les Européens comme la politique qui a été appliquée par Recep Tayyip Erdogan? Ouvrir les frontières, leur dire voilà, donc on ne peut pas nous supporter ce fardeau? Ça serait une approche non étatique. Il faut toujours aller vers une diplomatie constructive. Et le Liban peut jouer un rôle constructif à ce niveau-là avec les Européens. Essayer de penser ensemble une certaine politique publique qui tient en considération tout d'abord les intérêts nationaux du Liban, le retour des réfugiés syriens, mais qui pense aussi avec les Européens une facilitation d'une solution politique en Syrie au lieu d'un investissement humanitaire qui tarde la question de retour, mais aussi qui tarde aussi cette crise identitaire au Liban et au Moyen-Orient. Il ne faut pas aussi oublier qu'il y a le même problème en Jordanie. La Turquie, c'est un cas spécial. Donc pour résumer un peu, donc la communauté internationale aujourd'hui insiste à mentionner la difficulté de retour de ces réfugiés syriens en Syrie ou bien des réfugiés en Syrie. De même, les obstacles menés par le régime syrien sont toujours présents. Voilà, que peut être le rôle de la diplomatie libanaise le rôle de la diplomatie pour faire face à ces deux équations négatives? Tout d'abord, c'est changer le narratif de l'Union européenne et de la communauté nationale. C'est-à-dire essayer de penser avec eux qu'il faut mettre un effort d'essayer de favoriser une solution politique en Syrie, mettre la pression sur le régime syrien qui met des obstacles sur le retour, mais aussi sur les milices iraniennes qui sont en train d'occuper, je parle aussi des frontières libano-syriennes maintenant, à Kalamoun, à Zabaden et à Koussaïr, où on peut faciliter un retour de 600 000 à 800 000 réfugiés syriens. Qui est en train d'occuper ces territoires-là? Ce sont les milices. Les milices. Avec aujourd'hui les nouvelles vagues des réfugiés syriens vers le Liban, on est à 15 000, à 20 000, 30 000, on ne sait pas. Ça, c'est le nombre aussi reste aussi vague. Quel agenda politique sécuritaire revêt ce défi? Il y a un agenda politique au niveau national libanais. Quelqu'un essaie de passer un message au peuple libanais, mais pour leur aussi, dire quoi? Mais aussi aux partis politiques souverains réformistes au Liban, qu'on peut déstabiliser le Liban. Et il faut faire attention à cette déstabilisation qui va être organisée au Liban pour passer un message au niveau de la présidentielle,
tout d'abord. C'est-à-dire, si vous n'acceptez pas notre candidat, alors le Liban sera déstabilisé. Deuxièmement, il y a un message qui est en train d'être passé à la communauté arabe après le Quintet arabe, dont la réunion a eu lieu en Jordanie depuis 3 mois, où on a discuté le dossier des réfugiés syriens. Alors le régime syrien a demandé un certain investissement au niveau monétaire en Syrie. Alors maintenant, le régime syrien qui n'a rien reçu va dire, si vous n'allez pas investir en Syrie, on va faciliter un retour, au contraire, vers le Liban. Et troisièmement, il y a aussi un message pour la communauté internationale. Pour leur dire? Il faut normaliser avec le régime syrien. C'est fini la guerre là-bas. Et il faut mettre fin aussi aux Même sanctions. avec tout ce qui se passe aujourd'hui à Souaïda, Voilà, c'est le message qui a été lancé par le régime syrien vers le Liban. Et c'était un essai de répondre à ce qui se passe à Souaïda. Alors, on ne peut pas contrôler Souaïda. On essaye de déstabiliser le Liban et c'est un essai de bargaining. Donc, on a les papiers devant nous sur table, Sûrement. il faut négocier. Sûrement. Mais aussi, c'est un message pour le général Joseph Aoun aussi, qui est aujourd'hui un candidat pour la présidentielle. Tout d'abord, il faut qu'on soutienne l'armée libanaise avec Certainement. tout ce qu'elle doit faire au niveau des frontières. De deux. Il faut saluer ici les efforts Sûrement. qui ont été pris par le général Joseph Aoun, parce que avec la crise financière et économique et comment il a pu aussi conserver l'armée d'une façon oui, avec l'équilibre qui existe aujourd'hui, ça c'est... De deux, oui, je suis d'accord, parce que les frontières qui sont contrôlées en 60 à 70% par l'armée libanaise restent les 30% qui étaient en train d'être utilisés par les milices, par le Hezbollah et par aussi les mafias du smuggling. Ouais. Alors, ce message... Les mafias de la contrebande. Voilà, ce message est pour les Libanais, ce message est pour l'armée libanaise, ce message, mais aussi pour le général Aoun. Mais il ne faut pas oublier que ce message aussi est en train d'être passé pour la communauté internationale pour dire qui contrôle les frontières au Liban et essayer aussi de faire un certain consensus entre les milices, les Iraniens et la communauté. Quel est le rôle ici ou bien que peut jouer la Ligue arabe? La Ligue arabe a un très grand rôle concernant ce un dossier plan des réfugiés, retour, sûrement, mais dommage que cette Ligue arabe est toujours absente et toute la question de la normalisation entre le régime syrien et la Ligue arabe c'est vague, n'a réussi vague à rien faire. Il y a une absence totale de la Ligue arabe, mais ça ne veut pas dire que la diplomatie libanaise ne doit pas être proactive. La diplomatie libanaise doit parler à la communauté internationale, surtout l'Union européenne, les Nations unies et la Ligue arabe. La diplomatie libanaise. Donc vous rendez responsable ici le ministre Abdallah Abou Habib? Sûrement, et toute la diplomatie libanaise. Et de deux, le ministre aussi des Affaires sociales, qui est un peu absent à ce niveau-là. Le ministre de l'Intérieur, des Affaires intérieures des municipalités essaye de faire un travail, mais il faut aussi qu'il pense que si on arrive... Mais ce n'est pas un travail au menu, voilà, mais c'est une stratégie. C'est une politique certainement, publique nationale c'est une décision compréhensible. nationale, c'est une décision au niveau de l'État. Ce qui n'est pas le cas jusqu'à maintenant depuis 2011. Alors nous sommes en train de subir les conséquences au lieu de mettre fin aux causes. Comment pousser les Nations Unies à ajouter leur approche humanitaire, donc un essai sérieux au niveau politique pour initier le retour, mais aussi pour éviter une immigration illégale aussi. Le HCR a une obligation, de proposer un plan de retour. Mais le HCR c'est un mandat du HCR. Mais le HCR aujourd'hui, il pousse pour une politique qui ne veut que laisser ces réfugiés ici au Liban. Il faut faire attention. Il faut faire l'équilibre. Le HCR doit faire un travail humanitaire, oui. Il doit faire un travail diplomatique. Mais le HCR est toujours absent concernant un plan de retour. Alors, il faut faire un effort avec le HCR pour leur pousser à adopter un plan de retour qui fait part de leur mandat.
Leur mandat au niveau du droit international C'est de doit tabler pousser ces sur- de réfugiés pos- à- pour leur retour, Voilà. pour leur faciliter un retour. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas jusqu'à maintenant. Donc, qui a intérêt à ne pas faciliter le retour de ces réfugiés? La communauté internationale, le régime syrien, les milices, qui? Il y a trois parties. Tout d'abord, il y a Comment répartir la responsabilité? L'Union européenne. Mm. Elle est en train de dire, nous sommes pour un retour, mais pour un retour avec des garanties liées à la solution politique. C'est-à-dire, on doit attendre le retour. Mais l'Europe est en train de mettre en avant ses problèmes internes au niveau de la question de l'immigration et des réfugiés. De deux, les Nations Unies. Parce que les Nations Unies n'ont jamais mis sur la table un plan de retour. Troisièmement, le gouvernement libanais, qui a depuis 2011 négligé de mettre un plan national, une politique publique compréhensive, et un essai de penser comment faire face, non tout simplement à la crise économique, financière, sociale des réfugiés syriens, mais aussi à la crise structurelle, identitaire, existentielle, sécuritaire que le Liban envisage maintenant. Ce dossier a été victime d'un populisme, d'une démagogie et d'un radicalisme national et avec une absence diplomatique totale. Monsieur Saïr, si on va être aussi réaliste, il faut craindre une explosion aujourd'hui sociale, sécuritaire, entre citoyens libanais et citoyens syriens, réfugiés syriens. J'ai peur d'une explosion sécuritaire. Ça peut être spontané, mais aussi j'ai peur d'une explosion sécuritaire organisée pour passer un message politique sectérien. Surtout avec 2000 réfugiés aujourd'hui, 2 millions de réfugiés aujourd'hui au Liban. Donc, si 5% seulement de ces 2 millions possèdent peut-être... Ce dossier va être exploité... C'est grave. Ce dossier va être exploité politiquement et avec au niveau un sécuritaire. couteau, Oui, on peut faire la guerre. Oui, alors, il ça que je faut, voulais il faut dire. faire attention, il faut tabler sur le rôle de l'armée libanaise, de la sécurité. Et ne pas faire la guerre contre l'armée libanaise. Et ne pas essayer d'ouvrir aujourd'hui des dossiers pour dire que voilà, il faut attaquer l'armée libanaise. Et on a bien vu ça Cette attaque dans contre, certains journaux, on a bien vu ça sur quelques médias, on a bien vu cette ça. attaque contre l'armée libanaise est immorale et contre le Liban. De cette façon, on est en train d'essayer de détruire ou bien de bloquer le commandant Joseph Aoun. Mais comme on a détruit toute la structure économique financière, comme on a détruit Il faut considérer ça comme une trahison. toute la démarche judiciaire, maintenant on est en train de déconstruire l'armée libanaise. Qui est responsable? Qui reste notre Qui garantie. a détruit tout ça? Qui a détruit l'existence ou bien qui a détruit La cet coalition entre la mafia et la milice. Non C'est mêlés. très clair pour nous. Mais Mais non c'est mêlés. très clair pour nous. Les populistes, État mais aussi les idéologistes. Au Liban, le secteur public, bon voilà, il n'y a plus de secteur public aujourd'hui. Le secteur bancaire a été détruit. Les universités de même. Les Santé, hôpitaux. Les hôpitaux. Aujourd'hui, Mais on essaie d'attaquer l'armée. Le système judiciaire. Donc ça s'est maintenant, planifié. l'armée. Ça s'est planifié Oui, donc, pour mettre fin au modèle libanais de la liberté, du pluralisme, du vivre ensemble en faveur et de la quel démocratie. système? En faveur de mettre en place un système idéologique qui met en avant l'agenda régional de l'Iran vis-à-vis d'un agenda national libanais qui est en train d'être attaqué par des Libanais eux-mêmes. Monsieur Ziad Saïr, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Aujourd'hui, vous êtes expert en politique publique. Merci. Quelques secondes et on passe au dossier économique. Et j'ai le plaisir de recevoir le docteur Nassib Roubril, qui est économiste en chef de la Byblos Bank. Bonjour docteur. Bonjour. Toujours un plaisir. Je commence directement par les décisions récentes prises par le Conseil central de la Banque du Liban, qui avait bien décidé que l'institution continuera à payer les salaires du secteur public
en dollars américains au taux de change de la plateforme Sayrafa, qui n'existe plus aujourd'hui, mais un taux de change qui est près de 85 500 livres libanaises. Vous dites quoi à propos de cette décision? C'est une bonne décision, je crois que c'est une bonne décision. Les salaires du secteur public sont très bas et il faut encourager, il faut supporter le pouvoir d'achat des employés du secteur public. Mais ce n'est pas une solution soutenable à long terme. Comme le gouverneur intérim l'a déclaré plusieurs fois, ce n'est pas la responsabilité de la Banque du Liban de mettre la politique économique de tout le pays aussi. Oui, oui, et de trouver des sources de financement pour le gouvernement oui. Et spécialement pour les salaires du secteur public. Et donc c'est une solution temporaire. Et je crois que le gouvernement a assez de ressources qui ont été négligées pendant des années par les gouvernements qui se sont succédés au pouvoir pour pouvoir améliorer les recettes publiques. Il faut les aider pour à chaque fois rementionner ces sources. Le combat de l'évasion fiscale, de l'évasion douanière, avec la contrebande aussi. Le combat de la contrebande, appliquer des lois qui existent mais qui ne sont pas appliquées proprement, qui pourraient engendrer des revenus pour l'État. Arrêter la grève des employés du secteur public parce que la fermeture de l'administration publique nuit aux recettes, bien qu'il faut assainir le pouvoir d'achat et les salaires des employés du secteur public, mais en même temps, il y a 340 000 employés dans le secteur public, dont 120 000 à la retraite. Il y a des milliers d'employés fantômes, d'emplois fantômes plutôt. Il faut en même temps ouvrir l'administration publique. Et c'est dans l'intérêt des employés, en permanence et non pas 2 ou 3 jours par semaine, parce que tous ces départements publics sont la source principale des revenus de l'État. Avec une restructuration du secteur public. Avec, en parallèle, une restructuration du secteur public, en commençant par, tout d'abord, les mesures telles le combat contre l'évasion fiscale, l'évasion douanière, la contrebande, mais aussi en éliminant les emplois fantômes dans le secteur public. Cela m'incite à ouvrir le dossier du budget 2023 et du budget de 2024. Vous dites quoi à propos de ces 2 projets de loi? Le budget 2024, essentiellement, et le budget de 2023 sont des projets de budget dont le seul objectif est d'augmenter les recettes de l'État. Donc vous les considérez seulement comme des papiers comptables? Ce ne sont pas des papiers comptables, spécialement si le Parlement vote ces 2 budgets, parce que les impôts qui sont inclus spécialement dans le budget de 2024 deviennent un fardeau sur le secteur public, sur le secteur privé, sur l'économie, sur les ménages. Et ce qu'il faut, c'est alléger le coût opérationnel pour le secteur privé et non pas pour les ménages, et non pas les augmenter. Mais cette approche, c'est tout d'abord pour augmenter les recettes de l'État, pour pouvoir couvrir les dépenses pour le secteur opérationnelles du secteur public, en commençant par les salaires des employés du secteur public et ceux qui sont à la retraite. Mais aussi parce que la Banque du Liban a déclaré qu'elle ne va plus financer, Donc, je voulais vous poser cette question du secteur public en livres libanaises ou en dollars américains. Vous pensez, ou bien cette décision était une décision adéquate? Donc, quelle est l'importance de l'arrêt du financement de la dette du gouvernement? Ce n'est pas la responsabilité de la Banque du Liban, de n'importe quelle banque centrale à travers le monde, de devenir la seule source, la source principale de financement de l'État. L'État a les moyens de s'autofinancer. Et j'aurais aimé voir que ce soit le projet de budget 2023 ou le projet de budget de 2024 sans déficit budgétaire. Ce serait une décision dans la bonne voie. Mais malheureusement, malgré tous les efforts, tous les taxes, tous les impôts, toute l'augmentation des impôts, il y a toujours un déficit budgétaire. Un déficit qui dépasse les 40 000 milliards à peu près. Oui. Comment ce déficit va être couvert? Si la Banque du Liban donc, a bien décidé de ne pas imprimer la livre libanaise, de ne pas couvrir tout déficit, donc on va faire comment?
La Banque du Liban a dit qu'elle ne va pas utiliser les réserves obligatoires pour financer de l'État. Mais aussi, Wassim Mansouri a bien mentionné depuis quelques jours que même la Banque du Liban ne va plus imprimer de la livre libanaise. Oui, mais le secteur public a toujours des dépôts en livres libanaises à la Banque du Liban à la hauteur de 116 000 milliards de livres libanaises. Donc l'État peut utiliser. Le problème, c'est qu'il y a des ministères qui ont besoin de dollars américains, d'acheter des dollars américains avec cet argent. C'est là que la Banque du Liban dit nous ne pouvons plus utiliser nos réserves. Donc c'est là le problème. Docteur Roubril, devant nous aujourd'hui une décision prise par la Banque centrale, donc arrêt du financement du gouvernement. Nous avons deux budgets 2023-2024. Nous avons Bloomberg, dont nous allons bien discuter d'ici quelques secondes. Et nous avons l'absence de réforme, l'absence de président, pas de gouvernement, pas de deal avec le Fonds monétaire. Donc, comment décrire cette réalité ? Cette réalité, je la résume en une question. Quelle identité nous voulons pour l'économie libanaise? Est-ce que nous voulons une économie qui est libre, qui est basée sur le marché, dont la colonne vertébrale est le secteur privé, avec des lois qui régissent cette économie, avec une séparation de pouvoir, un respect pour les délais constitutionnels, l'application de la Constitution et des lois, un système judiciaire indépendant, et une économie qui est basée sur l'économie formelle qui travaille à travers les banques, ou bien nous voulons l'anarchie qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une économie libre, nous sommes dans une économie anarchique. Donc, c'est ça le choix qui est devant tous les Libanais. On tend vers quoi, vous pensez? Aujourd'hui, nous sommes dans une situation anarchique. Ça, c'est clair. Mais le débat ne doit pas être limité à des questions techniques. Le débat doit... C'est identité. Exactement. C'est quelle identité? Quel Liban? C'est répondre à la question quelle identité nous voulons pour l'économie libanaise. Et naturellement, l'économie libanaise, la société libanaise est une société libre, est une société ouverte au monde arabe, au monde en entier. Et donc, le succès de l'économie libanaise est basé sur ce modèle-là, un modèle qui a besoin d'être renforcé par des lois, par le respect de la séparation des pouvoirs, par le respect des délais constitutionnels. Ou bien c'est la cash economy. Oui, ou bien c'est l'exemple que nous vivons aujourd'hui, une cash economy, une évasion fiscale, une économie informelle à peu près équivalente à 30% de la taille de l'économie libanaise. Donc, un climat d'investissement et des affaires qui n'est pas très propice. Partant de cela, donc la nouvelle direction aussi de la BDL avait bien décidé récemment de supprimer la plateforme Sayrafa depuis quelques semaines et a établi une autre plateforme, Bloomberg. Vous dites quoi à propos de cette plateforme? Elle va fonctionner comment? Est-ce que elle va peut-être pouvoir contrôler le taux de change sur le marché parallèle? Tout d'abord, la nouvelle plateforme va être encadrée par Bloomberg. Donc, la nouvelle plateforme, c'est une plateforme de la Banque du Liban qui va être encadrée par la société Bloomberg. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les décisions vont être prises par la Banque du Liban et non pas par la société Bloomberg. Et que l'objectif de cette nouvelle plateforme, c'est d'avoir un taux de change réel. C'est de savoir quel est le taux de change réel du dollar américain dans l'économie libanaise. Donc, passer au floating rate. Passer au floating rate, unifier les taux de change divers qui existent aujourd'hui dans l'économie libanaise. Ce n'est pas seulement l'objectif de la Banque du Liban, c'est l'une des décisions du Fonds monétaire qui existe dans l'accord entre le Liban et le Fonds monétaire qui a été signé en avril 2022 et qui devrait être mise en application vers la fin de 2022. Comment va fonctionner Bloomberg, vous pensez? Est-ce qu'elle va pouvoir... Elle va fonctionner d'une façon aussi transparente parce que Sayrafa a été, pour la nouvelle direction de la Banque centrale, Sayrafa
fonctionnait d'une façon qui n'était pas aussi transparente donc au niveau de la gouvernance, au niveau de la gérance. La plateforme Sayrafa, le joueur principal était la Banque du Liban sur la plateforme Sayrafa. Aujourd'hui, l'objectif de la Banque du Liban, c'est que l'offre et la demande, ce sont eux qui vont être les joueurs principaux et qui vont bien décider le taux de change réel sur le marché. Et l'autre objectif, c'est d'avoir plus de transparence en tant que savoir qui sont les acheteurs de ces dollars américains, pour quelles raisons, pour assurer que ces dollars vont pour les importations et non pas pour d'autres objectifs. Mais si nous n'avons pas une création de monnaie en devises étrangères, nous avons seulement une gérance de ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Oui, c'est très vrai. Mais le taux de change est en général déterminé par l'activité économique. La production, la consommation, les exportations, les importations, le flux de capitaux, l'offre et la demande, et les investissements. Mais si le taux de change sur Bloomberg va être inférieur à celui sur le marché parallèle, pourquoi moi, je vais utiliser Bloomberg? Pourquoi je vais être incité à partir à la banque et dire que voilà, donc je vais vendre mes dollars à ce taux de change? Une des raisons pour établir cette plateforme, c'est que la demande soit dirigée vers la nouvelle plateforme. Et non pas être seulement sur le marché parallèle. C'est qu'elle change de direction du marché parallèle à la plateforme qui est une plateforme officielle. Donc, je préfère attendre le lancement de cette plateforme. C'est vague. C'est un peu vague. Les banques sont en train de préparer leurs employés sur cette plateforme. Et aussi au sein de la Banque du Liban aujourd'hui, il y a aussi des trainings qui se font avec le Fonds monétaire et Bloomberg aussi. Oui, et c'est quelque chose que le Fonds monétaire veut voir mis à jour. Et je crois que ça va prendre quelques mois avant de lancer la plateforme. Ce n'est pas de sitôt. Mais vous êtes aussi convaincu que Bloomberg aussi va pouvoir un peu dire, donc, résoudre le problème du cash économie, de ce qui se passe avec le blanchiment, avec... Tout d'abord, je répète, c'est une plateforme qui va être encadrée par Bloomberg. Oui. Donc, je préfère ne pas l'appeler la plateforme Bloomberg, c'est la plateforme de la Banque du Liban. Deuxièmement, le problème de la cash économie, du blanchiment d'argent, ce n'est pas cette plateforme qui va résoudre ce problème. Cette plateforme va essayer d'avoir une transparence en ce qui concerne la demande. Qui sont les sociétés... Qui achètent, qui vendent, qui achètent, spécialement qui achètent ces dollars et pour quelles raisons. Et nous savons dans l'économie libanaise, ce sont les grands importateurs qui achètent le plus de dollars. Vous avez bien mentionné solution. Il faut commencer d'où? Après 4 ans, depuis 2019, pas de restructuration des banques, pas des réformes au niveau d'électricité, contrebande continue, évasion fiscale. Donc, à quel coût? Il faut commencer d'où? Il faut commencer par une décision politique. Il faut y avoir une décision politique pour commencer les réformes. Et le titre principal de ces réformes doit être la confiance. Restaurer la confiance. Dire confiance, c'est dire? C'est dire non seulement des mesures techniques qui sont essentielles, comme la restructuration du secteur public ainsi que du secteur bancaire et réduire le déficit budgétaire, améliorer les recettes de l'État, combattre l'évasion fiscale, mais je retourne à la gouvernance et à la transparence dans le secteur public, le respect des délais constitutionnels, l'application de la Constitution, la séparation des pouvoirs, le respect de l'indépendance du système judiciaire, l'application des lois. Comment rendre la confiance au secteur bancaire au Liban? C'est exactement en rendant confiance dans le système en entier. Le système bancaire ne vit pas sur une île lointaine. Il est au sein du Liban et donc il a été affecté, comme tous les autres secteurs, par la mauvaise gestion du secteur public, par l'abus du système politique. Donc, les racines de la crise sont l'abus du système politique et la mauvaise gérance du secteur public. C'est par là qu'il faut commencer. Ça fait 11 mois qu'on est sans président, par exemple, sans respect pour les délais constitutionnels. Certains experts, des responsables sortent, disent donc voilà, les banques, c'est fini. Il faut reprendre à zéro aujourd'hui, avec de nouvelles banques.
Non, je ne crois pas que c'est une solution fiable. Le gouvernement précédent avait une solution pareille. Moi, ça me rappelle ceux qui ont remporté le prix Nobel en économie depuis 1 an, en octobre passé. Et leur recherche était basée sur les crises bancaires. Et ils ont dit précisément que les banques ont une base de données et, disons, une mémoire professionnelle qu'on ne peut pas remplacer comme on fait dans d'autres secteurs. Tout d'abord. Deuxièmement, il y a des banques aujourd'hui qui se préparent pour le post-restructuration du secteur bancaire, pour la période après la restructuration. Ils ont des plans en place, où ils préparent des plans. Mais vous êtes convaincu qu'il y a des banques qui doivent quitter le marché, n'est-ce pas ? Tout est basé sur la confiance. Tout est basé sur la confiance. Mais vous êtes convaincu qu'il y a des banques qui doivent quitter le marché ? C'est l'économie, c'est la taille de l'économie, c'est l'offre et la demande, c'est la production, la consommation, l'exportation, l'importation, les investissements qui décident la taille d'une économie et donc les besoins bancaires d'une économie. On ne peut pas dire aujourd'hui que le secteur bancaire a besoin de tel nombre de banques. Mais aujourd'hui, durant les négociations avec le Fonds monétaire international, donc cette commission était claire, il faut remettre tout à zéro. En ce qui concerne les dépôts, il ne faut pas, vous ne pouvez pas rendre l'État responsable, donc jeter toutes ces pertes qui sont des dettes sur l'État. Il faut trouver la solution en ce qui concerne les dépôts, les déposants directement entre déposants et banques centrales. Un obstacle principal pour les réformes, c'est la question des dépôts. Quoi faire de ces dépôts ? Comment résoudre la question des dépôts. Et aujourd'hui, après 4 ans de crise, le déposant n'a pas une réponse à 3 questions principales. Quel est le sort de ces dépôts ? De quelle façon il va récupérer ces dépôts et dans quel délai de temps il va pouvoir ou elle va pouvoir utiliser ces dépôts. Quand on aura une réponse claire, convaincante, crédible et détaillée sur ces 3 questions, je peux dire qu'on a commencé le chemin des réformes et de la fin de la crise. Mais aujourd'hui, l'État ne peut pas dire nous pouvons seulement recapitaliser la Banque du Liban avec 2,5 milliards de dollars au maximum et on n'a que 9 milliards de dollars de réserves à la Banque du Liban. Donc, il faut enrayer 60 milliards de dollars de dépôts. Non, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Comment le secteur bancaire, aujourd'hui, après des années du défaut de paiement qui a été voté par le gouvernement, continue ce secteur bancaire aujourd'hui à payer les factures? Mais certainement, ce n'est pas seulement le secteur bancaire, c'est au niveau bancaire. C'est le pays en entier. Le pays en entier à la marge du système bancaire, financier et commercial mondial depuis cette décision. Le gouvernement libanais avait des difficultés avant cette décision d'émettre des eurobonds sur le marché international, sur les marchés internationaux. Mais depuis cette décision-là, et spécialement qu'elle n'a pas été prise en parallèle avec un accord avec le Fonds monétaire international et que les négociations avec les détenteurs des eurobonds jusqu'à présent n'ont pas commencé, n'a pas débuté. Donc quel a été le coût réel de cette décision? Le coût réel, c'est d'abord le coût des dépôts. On sait que durant cette période, fin 2019, début 2020, les chèques bancaires, malheureusement je dois citer ce phénomène-là, les chèques bancaires valaient 70%, 60%, 50%. Quand le gouvernement a pris cette décision, la valeur de ces chèques bancaires a chuté, donc la valeur des dépôts a chuté. Et aujourd'hui, c'est aux environs de 12%, 13%, ça dépend des marchés. Mais la conséquence principale, c'est que le Liban est devenu à la marge du système financier mondial, financier, banquier et commercial mondial. Et on est toujours à la marge de ce système-là. Et si on voit les rapports des agences de notation, elles disent la même chose, qu'il faut restructurer la dette publique, qu'il faut commencer les réformes pour que le Liban puisse retourner aux marchés internationaux.
donc pour pouvoir émettre de nouveau des eurobonds. C'est ça le critère. Quand le Liban pourra émettre de nouveau des eurobonds à des taux acceptables, on peut dire que le Liban a regagné sa place sur les marchés internationaux et donc dans le système bancaire, financier et commercial international. Docteur Nassib Roubril, vous êtes économiste en chef de la Byblos Bank. Toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Mes chers téléspectateurs, vous pouvez revoir toutes nos émissions sur nos réseaux sociaux. Au revoir.